Certains élèves sont trop souvent bloqués sur une question. Ils ne savent pas comment commencer, alors que d'autres, au contraire, ont une intuition très impressionnante. On a l'impression que leur première idée est toujours la bonne. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour développer votre esprit de réflexion en maths et ne pas rester coincé sans rien faire sur une question. On va voir trois choses à essayer. Premièrement, on va essayer de se raccrocher à un résultat vu en cours. C'est quelque chose d'évident, mais je le rappelle quand même parce que ça marche souvent et que jusqu'au bac, quasiment tous les exercices reposent sur ça. Si la question ne repose pas directement sur un résultat de cours, c'est là que les choses se compliquent et qu'on peut rester bloqué. À ce stade, je vous conseille d'essayer deux choses. Soit de varier la méthode de raisonnement, soit de tenter des astuces déjà vues. Dans cette vidéo, je parlerai surtout des méthodes de raisonnement parce que c'est le seul point des trois qui ne repose pas sur du déjà vu auparavant. Commençons par les résultats de cours. Qu'est-ce que j'entends par là? On va voir ça sur un exemple. Voici une mise en situation type d'un exo de probabilité. 50% des ordinateurs d'une entreprise sont de la marque A, 30% de la marque B et les autres de la marque C. De plus, 20% des ordinateurs de la marque A, 30% de ceux de la marque B et 50% des ordinateurs de la marque C sont portables. Vous aurez alors plusieurs questions, dont sans doute une question comme celle-ci. Si un ordinateur est portable, quelle est la probabilité qu'il soit de la marque C? Vous allez essayer de vous raccrocher à un résultat vu en cours. L'énoncé vous indique les proportions d'ordinateurs portables en fonction de la marque, et la question vous demande l'inverse, la probabilité d'une marque en fonction du fait que l'ordinateur soit portable. Vous devez vous demander donc, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je connais qui me permet de faire ce genre d'inversion dans un exercice de probabilité? Bon, dans cet exemple, il s'agit de la formule des probabilités totales ou formule de Bayes ou formule des probabilités des causes, suivant comment vous l'appelez. Dès que vous avez remarqué ça, vous savez ce que vous allez vouloir utiliser. Et donc, vous réfléchissez par rapport à cette formule que vous avez vue en cours. Vous avez donc bien une idée pour résoudre l'exercice. Autre exemple. Si je vous dis étude de fonction, à quoi est-ce que vous pensez? Au lycée, ce genre d'exercice est guidé. Mais pour savoir quel est votre niveau de maîtrise de votre cours sur un sujet de maths, je vous conseille, alors une fois que vous êtes quand même assez à l'aise, d'imaginer l'exercice type sur le sujet. Ici, eh bien, on aura sans doute une fonction f définie sur un intervalle i, et on va devoir tracer le tableau de variation de f. Donc pour cela, il y aura sans doute une question où on va devoir calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. On va devoir calculer la dérivée de f, tracer le tableau de variation de f, et éventuellement, on peut nous demander est-ce que f possède un minimum ou un maximum. Ça, c'est une étude typique de fonction. Dans ces cas-là, on applique ce qu'on a déjà vu en cours. Quand il suffit de connaître son cours, ça va, mais quand on n'a pas un théorème qui résout l'exercice, comment on fait? Le seul point réellement systématique que je peux vous conseiller, c'est de tenter différents types de raisonnement. Alors attention, ça ne va pas du tout résoudre en une ligne le problème, mais ça vous donne un angle d'attaque pour ce problème. Et cette partie s'adresse surtout aux cours après le bac. Parce qu'avant, c'est surtout des exercices très proches du cours. De quelle méthode de raisonnement est-ce que je parle? Eh bien de toutes celles-ci. Implication, équivalence, double implication, contre-exemple, absurde, contraposition, disjonction de cas, analyse et synthèse, et récurrence. Alors j'ai mis une astérisque au raisonnement par récurrence parce que celui-ci peut être vu comme relevant de la partie précédente, à savoir les résultats de cours. Si on vous demande de démontrer un résultat, souvent une égalité d'ailleurs, qui dépend d'un entier, vous devez vous dire qu'il va peut-être falloir faire une récurrence. C'est pas systématique, hein, mais c'est une idée qui doit vous venir en tête. Et c'est souvent le cas dans les exercices avec des suites. On va revoir chacune de ces méthodes, sauf la récurrence, parce que ça mériterait une vidéo à part. Je vais illustrer chaque méthode par un exemple extrêmement simple, le but étant qu'un maximum de personnes puissent suivre cette partie. J'utiliserai donc des mathématiques très basiques. Avant d'enchaîner, gardez en tête deux choses. Premièrement, face à une question, il n'y a pas forcément qu'une seule méthode qui marche. Et deuxièmement, vous allez peut-être devoir utiliser plusieurs méthodes imbriquées les unes dans les autres. Commençons par le raisonnement par implication. Alors c'est la méthode directe en quelque sorte. C'est le principe de déduction. On a des données, une propriété vraie et on aboutit à une conclusion. Par exemple, montrons que pour tout x réel, x au carré moins 2x plus 1 est positif. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu le a inversé, ça se lit quel que soit ou pour tout. Pour montrer que cette proposition est vraie, eh bien, je pars d'un réel x quelconque et j'écris x au carré moins 2x plus 1 égale x moins 1 au carré. Or, et c'est là que j'utilise une propriété vraie, pour faire une déduction, le carré d'un nombre réel est toujours positif, donc
x au carré moins 2x plus 1 est positif. Ensuite, le raisonnement par équivalence. C'est très pratique pour la résolution d'équations ou d'inéquations, mais faites attention qu'il y ait vraiment équivalence. Par exemple, c'est avec un raisonnement par équivalence qu'on résout les équations classiques type collège, comme celle-ci, de cette façon. Alors, il faut vraiment faire attention qu'il y ait bien équivalence. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous divisez par x, il faut faire attention. Alors, ce n'est pas réservé qu'aux équations, mais c'est surtout dans ces cas-là que c'est extrêmement pratique. Ensuite, on passe au raisonnement par double implication. Donc là, le but, c'est de démontrer une équivalence, mais on ne va pas raisonner en enchaînant des équivalences, on va faire deux implications successives. Par exemple, si je veux montrer que 1 est l'unique solution de l'équation racine carrée de 2 moins x égale x, eh bien, première implication, je démontre que 1 est effectivement solution. Ça, c'est une implication. Et ensuite, je regarde quelles sont les solutions possibles à cette équation. Je parle de racine carrée de 2 moins x égale x. J'élève au carré, je trouve que 2 moins x doit être égal à x au carré. Là, c'est une équation de degré 2, dont les solutions sont x égale 1 et x égale à moins 2. Donc a priori, on pourrait avoir deux solutions, mais en fait, le moins 2, ça ne marche pas, puisque une racine carrée est forcément positive. En fait, là, il n'y a pas équivalence entre l'équation racine carrée de 2 moins x égale x et l'équation 2 moins x égale x au carré. Donc vous ne pouvez pas faire un raisonnement par équivalence. Passons maintenant à l'utilisation d'un contre-exemple. Si on vous demande, est-ce qu'un nombre réel est toujours plus petit que son carré? Si vous pensez que la réponse est oui, eh bien vous devez montrer que pour tout nombre réel, x, eh bien x au carré est plus grand que x. Mais si vous pensez que la réponse est non, il vous suffit de trouver un nombre réel qui est plus grand que son carré. Ici, par exemple, 0,5 est un contre-exemple, puisque 0,5 au carré, ça vaut 0,25, et c'est strictement plus petit que 0,5. Donc la réponse est non. L'utilisation de contre-exemples fonctionne bien quand on a une question du style est-ce que tout nombre ou est-ce que toute fonction vérifie telle propriété et que vous pensez que la réponse est non. Il vous suffit de trouver un contre-exemple. Par contre, si la réponse est oui, eh bien ce type de raisonnement n'aboutira pas. Passons ensuite au raisonnement par l'absurde. Alors là, ce que vous allez faire, c'est vous allez supposer le contraire de ce que vous voulez montrer et essayer d'aboutir à une contradiction. Vous en déduirez donc que le contraire de ce que vous voulez démontrer est impossible, et donc vous avez bien démontré la proposition de départ. Par exemple, montrons qu'il n'existe pas d'entier plus grand que tous les autres. Comment est-ce que j'écris un raisonnement par l'absurde? Eh bien, je commence par supposer qu'il existe un entier n plus grand que tous les autres. Et alors là, bon, la contradiction est immédiate. On sait bien que si je ajoute 1 à mon entier n, j'obtiens un entier encore plus grand. Et le raisonnement par l'absurde s'écrit ainsi. N plus 1 est un entier. Comme n est le plus grand des entiers, on doit avoir n plus 1 inférieur ou égal à n. Et donc ensuite, en soustrayant n des deux côtés, j'obtiens 1 plus petit que 0, ce qui est absurde. Et donc j'en déduis qu'il n'existe pas d'entier plus grand que tous les autres. Alors, dans cet exemple, la contradiction est immédiate, mais des fois, il faut travailler quand même un peu plus. Alors, le raisonnement par l'absurde fonctionne plutôt bien pour montrer que quelque chose n'existe pas, mais pas très bien pour montrer que quelque chose existe. Alors, ça peut quand même se faire. Mais, quand vous supposez qu'un nombre n'existe pas, que vous aboutissez à une contradiction et que vous en déduisez que ce nombre existe, eh bien, vous n'avez pas trouvé le nombre. Donc, vous avez quand même résolu le problème si on vous demande juste de démontrer l'existence d'un nombre, mais si on vous demande en plus de le trouver, alors là, le raisonnement par l'absurde ne vous permettra pas de le faire. On dit que le raisonnement par l'absurde n'apporte pas une preuve constructive. Et un autre type de raisonnement qui n'est pas constructif, c'est le raisonnement par contraposition. Dans ce cas-là, si P et Q désignent des propositions, la proposition en elle-même P implique Q est équivalente à la proposition non Q implique non P. Dit autrement, cause implique conséquence, c'est équivalent à si vous n'avez pas la conséquence, c'est que vous n'avez pas la cause. Bon, ce sera quand même plus clair avec un exemple. Si je veux montrer que pour tout x appartenant à R, x n'est pas rationnel implique que 1 plus x n'est pas rationnel, eh bien, je peux montrer la proposition équivalente pour tout x appartenant à R, 1 plus x appartient à Q, c'est donc 1 plus x est rationnel, implique x est rationnel. Vous voyez au début, j'ai une première proposition qui implique une deuxième, et là je prends la négation de la conséquence, la deuxième, ici,
il n'y a plus le appartient pas. Et ça va impliquer la négation de la première, de la cause. L'idée étant que peut-être que la proposition équivalente ici est plus simple à démontrer. Et en effet, là c'est le cas. Je prends x dans R tel que 1 plus x est rationnel. Alors la différence de deux nombres rationnels, c'est un nombre rationnel, donc il suffit de considérer 1 plus x moins 1. 1 plus x est rationnel par hypothèse. 1 est rationnel. Donc 1 plus x moins 1 est rationnel. C'est x. Donc x est bien rationnel. Ensuite, on va passer à la disjonction de cas. Alors celui-là, il est souvent combiné à autre chose. Montrons que pour tout n, n fois n plus 1 sur 2 est un entier. Ça c'est évident parce qu'entre n et n plus 1, il y en a forcément un des deux qui est pair, donc divisible par 2. Et là, on va faire une disjonction de cas en fonction de la parité de n. Je prends un entier n. Si n est pair, alors je peux écrire n est égal à 2k où k est un entier. Et du coup, dans mon expression n plus 1 sur 2, je remplace n par 2k. Ici. Et finalement, je peux simplifier ma fraction par 2. Et il me reste k fois 2k plus 1, et donc c'est bien un entier. Maintenant, si n est impair, alors il existe un entier k tel que n est égal à 2k plus 1. Et alors, n fois n plus 1, j'écris ce que ça vaut. Et à la fin, je peux aussi simplifier par 2 pour obtenir un entier. Donc, dans tous les cas, n plus 1 sur 2 est bien entier. Voilà, je voulais montrer une proposition pour tout n entier, et j'ai séparé les cas n pair et n impair, parce qu'un nombre est soit pair, soit impair. Parce que quand vous faites une disjonction de cas, il faut bien faire attention d'avoir pris en compte tous les cas possibles. Et il peut y en avoir plus que 2. Enfin, le dernier type de raisonnement, par analyse et synthèse, vu que j'ai dit que je ne faisais pas le raisonnement par récurrence, celui-ci est bien adapté à certaines questions qui sont des questions ouvertes où on ne vous dit pas ce que vous devez trouver. Alors on va déjà refaire un exemple qu'on a déjà vu, c'était l'équation racine carrée de 2 moins x est égal à x. Le raisonnement par analyse synthèse s'apparente à une double implication, sauf que vous ne savez pas forcément ce que vous devez démontrer. Pour ce type de raisonnement, je vais vous montrer deux exemples. Le premier, celui-ci, il est très simple, c'est juste pour vous montrer comment on écrit le raisonnement. On commence par une analyse. Je pars de mon équation. En fait, je pars d'un réel x qui est solution de l'équation. Je suppose qu'il y en a une, et je considère un x qui est solution de cette équation. Alors, j'en déduis, en élevant au carré, que x doit être égal soit à moins 2, soit à 1. Ça, c'est l'analyse. J'obtiens deux possibilités. Et à la synthèse, je vais vérifier ce qui fonctionne. 1 est bien solution de l'équation, mais moins 2 ne l'est pas. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est juste 1. Alors ce type de raisonnement, quand on le tente, c'est pas gagné d'avance parce qu'il faut quand même avoir des idées sur qu'est-ce que je fais dans l'analyse. La synthèse, ça va, mais c'est la phase d'analyse qui est généralement assez compliquée. On va voir ça avec un autre exemple plus difficile. Montrer que toute fonction de R dans R est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Alors je rappelle qu'une fonction paire, c'est une fonction qui, pour tout x, f de moins x est égal à f de x, et impaire, c'est f de moins x est égal à moins f de x. Donc là, vous voyez, dans l'énoncé, il n'y a pas grand-chose, il y a juste une fonction de R dans R, et vous devez montrer quelque chose dessus. Alors cet exemple est vraiment le plus difficile de la série, et c'est vraiment sur ce genre de questions qu'on peut complètement rester bloqué sans savoir quoi faire. Quand vous abordez ce genre de questions, tout d'abord, vous réfléchissez, qu'est-ce que j'ai comme théorème sur les fonctions paires et impaires? Ben rien, en fait, sans doute. Donc là, on sait que on va pas pouvoir se raccrocher à un théorème du cours et qu'il va falloir trouver des idées. Essayez de le faire par vous-même. Allons-y. On part d'une fonction de R dans R, quelconque. Analyse. On va supposer qu'il existe deux fonctions g et h de R dans R, telles que g est pair, h impair, et f est égal à h plus g. Alors, pour tout x appartenant à R, on a f de x qui est égal à g de x plus h de x, et f de moins x qui est égal à g de x moins h de x. C'est pas aberrant de regarder f de moins x, parce que comme on traite d'une question de parité, la parité en gros c'est qu'est-ce qui se passe quand on change x en moins x. Donc le fait de regarder f de moins x, c'est pas aberrant dans cette situation. Ensuite, je vais en déduire g et h.
là j'ai deux égalités, et je remarque que si je fais la somme des deux égalités, comme j'ai un plus h de x ici et un moins h de x, quand je vais faire la somme, je vais me retrouver avec juste 2g de x à droite, et je vais pouvoir diviser par 2 pour obtenir g de x. Et pour obtenir h de x, en fait je fais la différence. Quand je vais faire la différence, ce sont les g qui vont se simplifier. Du coup, j'obtiens l'expression de la fonction g et l'expression de la fonction h. J'ai supposé au début que f était égal à la somme de deux fonctions g et h, l'une impaire, l'autre paire, et je suis arrivé à la conclusion que g et h devaient avoir une certaine forme qui dépend de f. La phase d'analyse du raisonnement par analyse et synthèse est terminée. On va ensuite passer à la synthèse. On part donc cette fois-ci de deux fonctions g et h définies à partir de f comme on les a trouvées à la fin de l'analyse. Est-ce que les fonctions g et h ainsi définies répondent au problème posé? Dans ce cas-là, vous regardez g de moins x, vous trouvez que c'est égal à g de x, donc g est pair. Vous regardez h de moins x, c'est moins h de x, donc h est impair. Et vous regardez la somme des deux, g de x plus h de x, et vous trouvez bien f de x. Vous avez donc bien montré ce qui était demandé. Alors, le point le plus difficile dans le raisonnement d'analyse et synthèse, c'est vraiment la partie analyse, parce qu'on ne sait pas trop où on va. La synthèse, c'est en général plus simple, mais il ne faut pas l'oublier. Surtout que quand on fait la synthèse, en fait, il est possible que tout ce qu'on a trouvé à la fin de l'analyse ne soit pas solution du problème. Bon là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'autres conditions, mais sur l'exemple précédent de l'équation, quand on fait l'analyse, on trouve deux solutions possibles, 1 et moins 2, mais en réalité, moins 2 n'est pas une solution. Voilà, j'en ai fini avec les méthodes de raisonnement. Il faut vraiment voir ça un peu comme une boîte à outils. Vous ne savez pas du tout quoi faire, vous pouvez essayer différents types de raisonnement, c'est différents types d'approches. Il est possible que certaines soient plus faciles que d'autres. Alors, il y en a qui ne marcheront pas. Il faut voir que par exemple, un contre-exemple, ça va être utile pour montrer que quelque chose n'est pas toujours vrai. La récurrence, c'est quand vous avez une propriété qui dépend d'un entier. Le raisonnement par l'absurde, ça va assez bien marcher pour montrer qu'il n'existe pas une fonction vérifiant telle ou telle propriété, pour montrer qu'il n'existe pas tel ou tel nombre. Mais pour montrer l'existence, même si c'est possible, faut bien voir que vous aurez l'existence mais sans trouver ce que vous cherchez à montrer qui existe. Le raisonnement par équivalence, ça va être surtout pour les équations, où ça marche bien et puis surtout c'est agréable à écrire. Et je dirais que les cas les plus difficiles, ça va plutôt être un raisonnement par analyse et synthèse, et peut-être qu'il va falloir cumuler plusieurs raisonnements. Typiquement, une disjonction de cas, ça peut arriver à peu près dans tous les raisonnements. Et pour finir, je vais parler un peu des astuces diverses. Alors là, c'est vraiment un truc où c'est seulement en faisant beaucoup d'exercices qu'on apprend, qu'on voit les méthodes, et qu'on peut ensuite réutiliser ce qu'on a vu. Je vais vous montrer deux exemples de ce que je considère comme étant des astuces. Alors ce sera essentiellement des astuces pour des calculs en fait, des astuces calculatoires. Allons-y. Supposons qu'on nous demande de calculer cette intégrale. Alors vous réfléchissez, mais vous ne voyez pas de primitive immédiate. Ça dépend de ce que vous avez vu en maths, mais vous pouvez vous dire peut-être que si je fais un changement de variable, ça va peut-être marcher, peut-être que je peux faire une intégration par partie. Mais alors, pour celle-ci, ce que vous pouvez remarquer, en fait, c'est que en termes de primitive, il y a la fonction arctangente qui est pas si loin que ça. Alors arctangente, c'est la réciproque de la fonction tangente, pour ceux qui ne voient pas. Bon, peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que sa dérivée, c'est 1 sur x au carré plus 1. Donc elle est un peu dedans, dans l'intégrale. Mais ce n'est pas exactement cette fonction. Et bien là, on va utiliser une astuce très simple. On va écrire en fait que x au carré, c'est égal à x au carré plus 1 moins 1. Ici, x au carré égale x au carré plus 1 moins 1. Et l'idée, du coup, c'est qu'on va pouvoir couper la fraction en deux, ce qu'on fait là. Et du coup, cette première partie ici, x au carré plus 1 divisé par x au carré plus 1, ça vaut 1. Et de l'autre côté, on a 1 sur x au carré plus 1. Avec un signe moins, donc on a 1 moins arctangente prime de x. Et du coup, vous pouvez intégrer. Là, vous pouvez séparer l'intégrale en deux. Vous avez la primitive de 1, donc x, par exemple. Et là, vous allez avoir une primitive en arctangente. Et c'est vrai que parfois, il y a des questions, des exercices, qui nous paraissent très compliqués, on ne voit pas quoi faire, et en fait, juste en faisant un truc du style plus 1 moins 1, donc ajouter une quantité à l'air tranché, ou faire multiplier par quelque chose et rediviser, eh bien, ça peut
complètement résoudre l'exercice et le rendre extrêmement simple. Et par contre, ça c'est des choses, il faut déjà les avoir vues une fois pour y penser. Du coup, ça va se travailler en faisant des exercices. Alors je vais vous montrer un autre exemple, c'est celui des sommes télescopiques, on appelle ça généralement. Si je vous demande de calculer cette somme, comment on fait? L'idée d'une somme télescopique, c'est qu'en fait, il y a plein de termes qui vont s'annuler. On remarque que on peut scinder cette fraction en deux, comme ça. Donc vous pouvez vérifier, hein, ça marche bien. Cette égalité est vraie. Et du coup, quand je fais la somme, eh bien regardez, j'ai 1 moins 1,5 plus 1,5, moins 1 tiers plus 1 tiers. Et donc, les termes se simplifient presque tous, sauf le premier et le dernier. Et donc, il me reste juste premier terme moins dernier terme. Donc ça, c'est une astuce très classique au niveau des séries. Et vous avez l'analogue pour les produits avec, au lieu que ce soit plus, moins, c'est multiplier, diviser, multiplier, diviser. Alors des astuces calculatoires comme ça, il y en a vraiment beaucoup. On peut citer aussi le fait de multiplier par les quantités conjuguées quand on a des fractions avec des nombres complexes ou avec des racines carrées aussi. Finalement, pour résumer, quand vous abordez une question de maths, la première chose à vous demander, c'est est-ce que j'ai déjà vu en cours un théorème, une formule qui me permet de résoudre l'exercice? Est-ce que je vois un lien direct entre un résultat du cours et ce qu'on me demande? Si oui, je vais essayer d'appliquer le théorème que j'ai en tête. Si non, est-ce que j'ai déjà vu une astuce que je pourrais peut-être réutiliser? Ça, c'est surtout vrai pour les questions calculatoires. Et sinon, quand vous ne savez pas vraiment comment faire, le seul point vraiment systématique ou sur lequel vous pourrez jouer, c'est de tester différents types de raisonnement pour voir s'il n'y en a pas un avec lequel le problème serait plus facile à résoudre. Alors ça fera pas tout, mais au moins c'est un point de départ.